Trump, il a la Chine qui a toujours, qu'il a toujours en ligne de mire, et donc il veut que cette situation soit stable. Pourquoi il l'a dit? Il veut de l'amour, de la paix et surtout de la prospérité. Je crois qu'il insiste vraiment sur le troisième point. En tout cas, il arrive là et il va descendre de Marine One après son petit quart d'heure depuis la pelouse sud de la Maison Blanche. Il a 7 heures pour réfléchir, pour passer des coups de fil au-dessus de l'océan Atlantique, mais il tient vraiment à ce qu'on ne gâche pas sa fête lorsqu'il va arriver aux Pays-Bas. Au sommet de l'OTAN, c'est venu tout à l'heure. Donald Trump qui est en train de... qui est sorti de la Maison Blanche tout à l'heure, il est en train d'arriver à la base d'Andrews. Nous avons reçu ces images, il s'est exprimé devant les médias tout à l'heure. Moi, je ne suis pas très content de ce qu'a fait Israël. Il y a eu un missile qui a été largué après la limite du temps. Et maintenant, c'est Israël. Il faut vraiment qu'il se calme, c'est tout. Oh putain, il fait peur. Il y a plein de choses que j'ai vues hier qui m'ont pas plu. Israël. Il est pas content. Là, il est pas content. J'ai pas aimé que la riposte ait été aussi forte. Et pour être honnête, Israël a vraiment largué énormément de bombes. Et là, ils ont eu l'impression qu'une roquette qui a rien était une violation du cessez-le-feu. Je suis pas content. Je suis pas content d'Israël. Moi, j'essaie vraiment de mettre les deux camps d'accord. Je vais ça ne peut pas, ça. Certains parmi vous viennent avec moi. Tu bois ça et puis tu achètes une autre bouteille que tu emmèneras. Non, mais attends, je finis. C'est comme papy. Hein. J'ai une idée. Tu bois ça et tu emmèneras une bouteille chez mamie que je t'ai achetée. D'accord, pour boire la nuit. C'est quoi votre question? La situation s'améliore maintenant. Ça se passe à très haut niveau. Vous savez, l'Arabie Saoudite fait un très bon boulot. Mais les choses évoluent beaucoup plus vite que ce que j'avais anticipé. Donc je suis ravi de la situation pour les femmes au Moyen-Orient. C'est un jour nouveau. Merci pour votre question. Vous êtes qui en fait? Très bonne question. Ouais, il faut vraiment qu'Israël se calme. Parce que ce matin, ils sont vraiment partis en mission. Moi, tout ce qu'il faut que j'arrive à faire, c'est les calmer. Ouais, j'ai parlé à tout le monde. Non, les deux camps ont violé le cessez-le-feu. Je ne sais pas si c'était volontaire. Ils n'ont pas pu ramener leurs troupes. Mais vraiment, ce qu'Israël a fait ce matin, ça me plaît vraiment pas. Et je vais voir si j'arrive à arrêter tout ça. Donc dès que je vous quitte, je vais tout faire pour arrêter cette escalade. Oui, on a complètement démoli le site. Si on est là, c'est bien parce que les pilotes des B2 ont fait un travail extraordinaire. Et les fake news de CNN essayent de dire finalement, effectivement, ça a été démoli, mais pas complètement. Vous savez, ce sont des médias qui font beaucoup de mal à des pilotes formidables qui risquent leur vie. CNN, c'est vraiment des pourris, et les autres aussi, honnêtement. Les réseaux, c'est pas beaucoup mieux. Tout ça, c'est des fake news. Ils n'auraient jamais dû faire une chose pareille. Ces pilotes ont fait un super travail. Les sites ont été complètement oblitérés. Non, l'Iran n'arrivera jamais à reconstruire son site. Le lieu est complètement démoli. Les pilotes ont fait un travail extraordinaire, mieux que quiconque au monde. Il était très tard, il faisait nuit, noir, il n'y avait même pas de lune. Et voilà, maintenant ce site a disparu. Et moi, quand j'allume CNN, qu'est-ce que je vois? Oui, peut-être que finalement, il n'a pas été autant démoli que ça. Si, il a été bien démoli. Si vous regardez les images, vous verrez que le lieu a été complètement détruit. Et je pense que CNN devrait s'excuser auprès des pilotes des B2. Tout le monde devrait s'excuser. Ces mecs-là, les réseaux, les chaînes de télé du câble, vraiment devraient s'excuser.
Vraiment, CNN, vous êtes des sales losers. Je suis obligée de regarder, mais c'est tout pourri votre travail, c'est des fake news. Et vraiment, vous êtes des gros nazes. Et voilà, vous le savez, ceux qui sont à la tête de ces chaînes de vraiment 11 MST, Ryan, c'est une honte, il est faible et pathétique. Israël a violé, ils ont tous les deux violé le cessez-le-feu. Israël, dès qu'ils ont signé la guerre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont largué un tas de bombes. J'en avais jamais vu autant, j'avais jamais vu autant de frappes. C'était les frappes les plus lourdes jusqu'à présent. Je suis vraiment pas content avec Israël. Quand on leur dit vous avez 12 heures, eh ben vous attendez pas à la toute première heure pour larguer vos bombes. Je suis pas content, je suis pas non plus content avec l'Iran, mais vraiment Israël, je suis très mécontent de ce qu'ils ont fait ce matin parce que une missile qui a été lancé, alors un missile qui a été lancé peut-être par erreur, mais je suis pas content. Si vous voulez, il y a deux pays qui se battent depuis si longtemps que finalement ils savent vraiment plus ce qu'ils sont en train de foutre. C'est bon, vous avez compris? La charge de Donald Trump très en colère avant d'embarquer à bord de cet hélicoptère, le président américain qui de toute évidence n'est pas du matin, et qui expliquait combien il était en colère contre Israël et qu'Israël avait violé le cessez-le-feu. Les deux camps ont violé le cessez-le-feu, voilà ce qu'il dit. Il faut qu'Israël se calme, le ton est assez impressionnant. Le président américain a en fait cette déclaration il y a plusieurs minutes maintenant, avant d'embarquer à bord de cet hélicoptère qu'il a emmené à la base d'Andrews, où il va décoller d'une minute à l'autre, si ce n'est pas déjà fait, pour les Pays-Bas et le sommet de l'OTAN. Patrick, on est interpellé par les propos de Donald Trump. Plus fort encore, moins diplomatique. On va remettre un peu les choses au calme. Nous aussi, on s'est levé tôt. Pourtant, on arrive quand même à voir un peu comment les choses se sont passées. Et il est très tard hier soir, mais on est encore autour de minuit quand Donald Trump décide tout seul et envoie un message en disant voilà, nous avons un cessez-le-feu, voilà comment ça se passait. Je parle en langue française, à partir de 6 heures, le cessez-le-feu va commencer côté iranien et ensuite il y aura un cessez-le-feu côté israélien et on verra comment ça se passe. Il faut que la trêve se passe le mieux possible. Il est 1h40. 1h40 plus tard environ, lorsque vous avez des explosions qui retentissent sur Téhéran, parce que à ce moment-là, le cessez-le-feu n'est pas entré en vigueur, et à ce moment-là, Israël a encore des objectifs à tenir. Ce qu'a dit le porte-parole en langue arabe, notamment de Tsahal, c'est que l'armée de l'air israélienne a détruit des sites, des rampes de lancement de missiles balistiques. Okay. Derrière, vous avez au moins 5 salves de missiles qui partent toujours au moment, un peu avant, un peu après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu, qui font 4 morts. 4 morts à Beersheba. Donc c'est des frappes, avec notamment, on a entendu le président israélien Herzog dire c'est l'un des missiles les plus lourds qui ait jamais touché le sol israélien. Quelques heures plus tard, vous avez le président Trump qui a entendu ça, cible extrêmement précise côté Téhéran, immeuble avec des civils qui meurent côté israélien, il faut qu'Israël se calme. Je crois qu'il a dû lire, pardon, mais ses fiches un peu à l'envers. Oui, mais confusion ou pas dans la temporalité, on est sur un Donald Trump extrêmement en colère. Qu'est-ce que ça signifie et qu'est-ce que ça va impliquer là, dans les prochaines heures? Déjà qu'effectivement, je pense que il y a un message très ferme vis-à-vis de Benjamin Netanyahu pour qu'il n'y ait plus d'escalade en fait. On était quand même en train de discuter sur la possibilité qu'Israël réponde à ce tir de missile post-cessez-le-feu. Donc effectivement, il est très probable que lui et toute son administration, notamment le Pentagone, fassent pression sur les Israéliens pour qu'ils rappellent leurs avions et qu'effectivement ça n'aille pas plus loin que le cessez-le-feu tienne. Mais de façon plus large, en fait, ce qui est frappant, c'est quand même qu'on est quand même normalement censé parler du chef d'État des États-Unis qui a une relation d'alliance extrêmement forte avec Israël. Et là, il jette complètement, comme on dit aux États-Unis, il jette son allié sous le bus. On l'avait déjà vu en Europe, on l'avait déjà vu sur tout un tas de sujets, mais c'est, à mon sens, la première fois qu'on voit qu'effectivement, il est prêt à balancer Israël sous le bus en lui disant maintenant, finalement, on parlait limite comme un État un peu standard, ce que n'est pas Israël des États-Unis, en lui disant, voilà, maintenant tu fais ce que je te dis et puis c'est tout. Morgan Farfenka, vous voulez couper?
Oui, je pense qu'il y a une logique derrière la rhétorique de Trump et derrière tous les détails précieux que vous donnez. Pour la comprendre, il faut revenir au but stratégique des frappes américaines elles-mêmes sur l'Iran. Et en fait, dans tout ça, pourquoi Trump est en colère aujourd'hui? Parce que ce qu'il voulait faire, c'était une frappe décisive, suivie d'un cessez-le-feu décisif, mais avec toutes ces insultes envers etc., on oublie un petit peu on oublie un petit peu le point principal, c'est que la frappe états-unienne sur l'Iran, c'est quand même quelque chose d'un peu inédit. Alors ça s'inscrit dans une continuité des présidents américains qui identifient l'Iran comme une menace, etc., mais en termes de prise d'action, c'est quelque chose d'assez inédit et c'est quelque chose qui a même pris de court une grande partie de la propre communauté de renseignement américain, malgré le fait que ce soit une opération qui demande quand même une certaine préparation. Moi, ce que mes sources me disaient, c'est que c'était une des opérations dont la préparation a été la mieux gardée depuis des décennies. Il ne veut pas perdre la face, en fait, Donald Trump. Bien entendu. Et d'autant plus qu'il y a ce sommet quand même important de l'OTAN, où il doit apparaître comme effectivement celui qui impose la paix. Patrick le rappelait tout à l'heure, il a quand même connu deux échecs. Hein. C'est l'Ukraine et la Russie. Bon, ça reste. Qu'est-ce qui va se passer? Gaza ou Israël continue. Et là, donc, il voulait en quelque sorte siffler, le coup de sifflet final, fin du match, parce que justement, cette frappe américaine a été massive. Juste un point pour confirmer, c'est que le secrétaire d'État à la Défense, Pete Hegseth, n'a pas été mis initialement dans la boucle de cette opération. Et ça, c'est un élément important. Donald Trump donc très en colère contre Israël. Je n'ai pas aimé. Il faut qu'Israël se calme. Stéphane Amar, vous êtes justement en Israël. Comment le gouvernement peut accueillir des propos aussi sévères du président américain? Alors, je crois qu'il faut bien distinguer la forme du fond. Il est évident que sur la forme, c'est un ton inédit, extrêmement virulent, et qui peut-être, comme on le disait à l'instant, ne correspond pas tout à fait à une lecture objective des faits. Mais ce qui compte ici en Israël, c'est l'attitude que Donald Trump a eue et les États-Unis plus généralement lors de ce conflit. Or, il faut bien comprendre que d'abord, sans l'armement américain, sans le soutien logistique du renseignement américain, jamais cette opération n'aurait pu avoir lieu. Les Israéliens en sont bien conscients. Et ensuite, la frappe des B-2 a été bien entendu décisive pour Israël qui ne disposait pas d'un armement aussi performant pour mener à bien ces frappes. Il y a donc une immense reconnaissance ici en Israël, au-delà bien sûr des propos de Donald Trump, qui je pense resteront anecdotiques. Il y a une immense reconnaissance. D'autre part, il y a une volonté ici en Israël de mettre fin à ce conflit. Pourquoi? D'abord parce qu'il paralyse littéralement le pays qui est à l'arrêt depuis 10 jours. Le gouvernement israélien s'était engagé à une campagne courte. On en est déjà après 2 semaines. Et là, les Israéliens veulent maintenant reprendre une vie normale. D'autant qu'ils sont persuadés que le danger a été éradiqué. Ces menaces d'anéantissement qui étaient brandies année après année depuis des décennies à l'encontre d'Israël, ne semblent plus désormais avoir de substance. Les Israéliens sont convaincus à tous les échelons, depuis le gouvernement en passant par l'état-major jusqu'à l'Israélien de la rue, que l'Iran ne peut plus se servir d'une arme atomique pour anéantir Israël. Et ça, c'est extrêmement important. Et dernier point, très important également, les Israéliens sont persuadés que le gouvernement des Mollahs a été fragilisé et que désormais, c'est à l'opposition iranienne de jouer sa partie. Stéphane Amar, correspondant de BFM TV à Jérusalem, Air Force One, qui est en train de décoller de la base militaire d'Andrews. Il est un peu plus de 7h10 aux États-Unis en ce moment. Le président américain qui se dirige vers le sommet de l'OTAN à La Haye. Est-ce que ces propos vont porter, arrivera-t-il à sauver son cessez-le-feu? Il a pour le moment des propos très virulents à l'égard d'Israël. Il faut qu'Israël se calme. Je n'ai pas aimé le président américain qui là, ça a violé le cessez-le-feu ordonné la nuit dernière, tout comme l'Iran d'ailleurs.